Dans cette vidéo, nous allons parler de l'homme de Vitruve, une représentation réalisée par Léonard de Vinci. Très rapidement, et pour le situer dans l'importance gnostique, il faut bien imaginer qu'il aura traversé des siècles à travers l'architecture, à travers un tableau très réputé qui s'appelle Mona Lisa, donc, et qui se trouve d'ailleurs sous une grande pyramide au cœur de Paris. Si vous avez quelques connaissances gnostiques, vous comprendrez l'importance de ce personnage qui a travaillé en collaboration avec François Ier, notamment dans l'alchimie, le château de Chambord, avec des représentations hermétiques très importantes aussi à comprendre. Donc si vous n'avez pas encore fait des recherches de ce côté-là, vous pouvez le faire, vous n'allez sûrement pas perdre votre temps. Alors on va se concentrer donc sur ce croquis, avec... je le laisse à disposition dans la vidéo, mais je vous conseille plutôt d'aller ouvrir une image bien plus précise et bien plus grande que vous trouverez dans Google Images si vous tapez bien évidemment homme de Vitruve. Alors, pourquoi c'est important de décoder ce croquis? Ça me semble important de le faire parce que les explications officielles qu'on trouve sur internet, pour moi en tous les cas, sont un petit peu trop limitées. Elles ne permettent pas de faire le grand voyage gnostique qu'on peut retrouver à travers le croquis de Léonard de Vinci. On parle souvent de mesures, de proportions, ces fameuses proportions qui sont tant énoncées à travers pi, phi et tous les bâtiments. On vous dit en général pour qu'un bâtiment soit beau, soit équilibré, il faut qu'il possède une symétrie et des proportions parfaites qu'on retrouve donc dans l'homme qui a des proportions lui aussi parfaites et le reflet aussi donc d'une composition de la nature. Alors ça c'est un petit peu rapide comme interprétation, c'est vrai que ça tient debout aussi, mais pour aller plus loin, je vais vous le prouver avec l'image donc sous les yeux. Vous allez comprendre quel est le message du maître de Vinci qui va au-delà de la perfection des proportions. Donc, j'espère que vous avez l'image sous les yeux. Voilà, le temps pour vous de l'ouvrir. Comme ça, nous allons l'analyser ensemble. Alors, on s'aperçoit qu'on a bel et bien un homme nu, comme ça on peut se rendre compte de toutes ses proportions et de toute sa morphologie. On peut même vérifier que c'est un homme puisqu'on voit qu'il y a un pénis. D'ailleurs on y reviendra un petit peu plus tard dans l'explication. Alors, en général, Léonard de Vinci, qui possédait une grande intelligence de suggestion, ne fait rien par hasard. Et dans chaque croquis, dans chaque peinture qu'il a réalisée, on parle du code de Vinci. Il y a un code, mais il faut peut-être pas chercher quelque chose de très complexe dans l'analyse du code de Vinci. Il faut tout simplement laisser parler son intelligence ou sa logique mathématique, sa logique aussi d'idées, sa logique d'image. Et là on s'aperçoit donc qu'on a un homme qui se décompose en deux hommes. On revient à ce que j'ai pu évoquer dans notre vidéo, donc l'homme multiple, l'homme qui se croit être seul mais en fait qui ne l'est pas. Et cette image est là pour nous le prouver, qu'on a bien un moi et un surmoi. Le moi, je reprends de nouveau un petit peu l'explication, c'est votre mental, votre conscience incarnée qui croit être donc un corps, une bestiole qui évolue dans un espace 3D. Et là, Léonard de Vinci plaque à cet homme un autre homme différent, mais qui fait partie du même. C'est bien ce que ça veut dire, puisqu'on n'a pas pris le soin de dessiner deux hommes, c'est-à-dire un qui aurait les pieds ancrés sur terre et l'autre qui est en lévitation. Donc je m'explique. On voit dans cette représentation donc le même homme, mais dans deux états différents. Alors le premier état, c'est l'état que vous connaissez tous quand vous êtes dans votre conscience de tous les jours, votre conscience physique pris dans la matière, c'est-à-dire les pieds sur terre. Donc vous regardez bien, l'homme qui a les pieds sur terre, c'est celui donc qui a les jambes serrées, les pieds touchent bel et bien le sol, représenté par le carré, et celui-ci a les bras en croix perpendiculaires au corps.
Alors, au passage, vous noterez quelque chose de très important à comprendre. Celui-ci, donc, qui est l'homme terrestre, qui est la conscience terrestre, il a le pénis en position basse, donc il n'est pas en extase. Il a les bras donc perpendiculaires. Et vous, si vous faites bien attention, vous remarquerez des liens. Il y a des liens au niveau des poignets, au niveau de l'avant-bras et au niveau de l'épaule. Donc ça veut dire que cet homme, celui qui est terrestre, donc sa conscience terrestre, elle est bien enchaînée. Et elle est enchaînée d'ailleurs à tous les niveaux. C'est-à-dire que cet homme, il est fixé, non seulement par les bras, mais aussi par le cou. Vous remarquerez une droite qui traverse le cou, une droite qui traverse au niveau du pubis, au niveau des genoux. Donc ça veut dire que cet homme est lié de toutes parts. Cet homme est fixé. Alors cette notion est très importante à comprendre parce que Léonard en fait veut dire par là que l'homme terrestre, donc qui est dans sa conscience terrestre, est attaché à la terre et donc à ses lois physiques. Et il s'inscrit dans un carré. Le carré donc qui est une forme qui dans la nature n'existe pas. Un carré parfait est toujours le fruit d'une création humaine. Alors que le cercle est une représentation géométrique naturelle que vous allez retrouver absolument partout dans la nature. Que ce soit à travers les plantes, que ce soit à travers la forme d'une goutte d'eau, le cercle parfait, donc la nature crée des cercles parfaits, mais ne crée pas des carrés parfaits. L'homme crée des carrés. Donc l'homme est un constructeur particulier, il s'inscrit dans un carré. Après, si on va plus loin dans la mathématique, et là on va aborder donc le mystère un peu de pi, un carré est fini. C'est-à-dire que, par exemple, le carré dans lequel s'inscrit ce bonhomme pourrait très bien mesurer 1,80 m par 1,80 m. Une dimension donc arrêtée. Par contre, quand on calcule la circonférence d'un cercle, et là c'est le deuxième homme qui s'inscrit donc dans le cercle, sa nature est infinie. C'est-à-dire que nous sommes, symboliquement je parle, puisqu'après nous évidemment rapporté à nos proportions humaines, quand on fait de la construction ou de la physique, on va s'arrêter à une certaine proportion qui nous intéresse. Au-delà on s'en fout un petit peu, mais dans le calcul mathématique, le calcul précis d'une circonférence de cercle est infini, puisque vous allez multiplier par 3,14 et 3,14 lui-même est infini, donc vous avez un résultat infini. Voilà. Donc j'explique cette notion parce qu'elle est importante dans le sens où on inscrit l'homme qui n'a pas les pieds sur terre, donc le deuxième homme dont on va parler, on l'inscrit dans une notion d'infini, alors que le premier homme s'inscrit dans une notion finie, c'est celle du carré. Pour parler encore de ce premier homme, faites très attention on va parler de ses mains, donc l'homme qui est en croix, c'est-à-dire avec les bras perpendiculaires au corps et qui est attaché, et qui est donc sur terre, qui répond aux lois de la gravité, aux lois physiques. Si vous regardez bien ses mains, regardez bien la main droite, regardez bien la main gauche, vous apercevez que ses doigts ne sont pas liés, donc chaque doigt est libre. Vous remarquez le pouce libre, l'index libre, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire, que ce soit sur la main droite ou sur la main gauche, ces deux mains sont libres, elles ne représentent donc aucun symbole. D'accord ? Voilà, donc là on a fait un petit peu le tour de ce qu'il y avait à comprendre de l'interprétation de l'homme terrestre, celui qui a une conscience terrestre, qui est ancré donc au sol. Et pour faire un petit résumé rapide, donc qui est l'homme qui répond aux lois physiques, à la gravité, qui a les pieds ancrés au sol, dont le pénis est en position basse et qui est lié, qui est attaché. Donc c'est pas un homme libre et qui ne fait aucune symbolique particulière manifestée par ses doigts, par ses mains. On va parler maintenant du deuxième homme qui est beaucoup plus intéressant, celui que vous avez du mal en fait à retrouver en vous quand vous n'êtes pas connecté avec votre soi supérieur, votre ange gardien, vous l'appelez comme vous voulez une fois de plus. Ce deuxième homme,
Donc c'est l'homme plus difficile à retrouver, à imaginer. C'est un peu le travail, et c'est même grandement le travail qu'on vous demande pour cette fin des temps, c'est de vous connecter à ce deuxième homme qui est en vous. Parce que c'est lui qui va vous donner les clés de l'autre monde. Et dans cet autre monde, nous sommes sur des lois différentes. La preuve, vous n'êtes plus inscrit dans un carré, mais vous êtes inscrit dans un cercle. Ce qui vous permet, en gardant les mêmes proportions, c'est ce que Léonard a bien dessiné, ce qui vous permet de ne plus faire partie des lois de la gravité, puisque là vous avez bien vu que les deux pieds ne touchent pas le sol, donc cet homme ne répond pas aux lois physiques de la gravité. On est d'accord? On poursuit le raisonnement, on monte un petit peu plus haut. Au passage, vous remarquerez que ce deuxième homme n'est aucunement lié, il n'a pas de lien. Regardez les genoux, regardez au niveau du bassin, donc le trait s'arrête aux cuisses du premier homme en crème, elles ne vont pas sur le deuxième homme. Cette intelligence de compréhension de Léonard de Vinci, il faut bien voir que ce sont tous des éléments à interpréter. Il n'y en a pas 50 000 en plus, c'est pas compliqué, tout est là. Hein. Et il n'y a pas à chercher midi à 14h, c'est une logique d'interprétation. Vous montez plus haut, vous regardez les bras qui sont perpendiculaires sont liés, par contre les bras qui sont en position haute, là aussi une symbolique donc d'élévation, les bras en position haute ne sont pas liés, donc on a bel et bien affaire à un homme libre, ou en tous les cas libéré. On en était donc à monter un petit peu sur l'anatomie de cet homme libéré. Vous regarderez au passage que la partie supérieure, donc au niveau du pubis, dessine son pénis, cette fois-ci en érection. Alors vous faites, c'est un petit peu délicat de faire attention, mais vous avez le pénis qui est droit, donc on a une vue de face. Voilà, regardez bien, en fait il est en position horizontale. D'accord? Donc c'est un homme en extase. Donc la partie du deuxième homme, on nous indique qu'il est libre, qu'il ne répond plus aux lois physiques, aux lois de la gravité, et en plus il est en extase. Donc ça c'est un élément aussi très important à prendre en compte. Ça veut bien dire que pour atteindre certains états de conscience, il faut se rapprocher de ce qu'on pourrait appeler donc l'extase. Donc son point de gravité, pour bien montrer que c'est la même personne, ne change pas. Son point d'ancrage, donc qui est le nombril, son départ à la naissance, son départ à la vie, est toujours là, au même endroit. Donc ça ne bouge pas. On monte un petit peu plus haut. La tête est aussi la même, donc ça veut dire une fois de plus que c'est le même homme, puisque c'est le siège de la conscience. Et on va parler des bras. Alors ces bras, c'est intéressant puisque vous remarquerez que pour pouvoir coller à la logique de s'inscrire soit dans un carré, soit dans un cercle, le deuxième homme qui s'inscrit parfaitement dans un cercle, donc dans l'infini, a les mains en l'air. Et comme je vous le disais, donc on retrouve là la symbolique de l'homme qui s'extrait de la physique, de la troisième dimension classique qu'on connaît tous, puisque les pieds ne touchent pas terre, et ses bras sont en l'air. Donc c'est un homme plus léger, c'est un homme plus aérien. Et là, j'attire votre attention sur les mains. Les mains, comme je vous le faisais remarquer, du premier homme terrestre, avec une conscience terrestre ancrée dans les lois physiques, ne décrit aucune symbolique avec ses mains. Par contre, le deuxième homme spirituel, celui enlevé, celui en extase, celui donc qui est plus léger, qui s'affranchit des lois terrestres physiques, regardez bien sa main droite, et vous allez remarquer que l'index vient se coller au pouce. Sur sa main droite, sa main droite, regardez bien, on ne voit pas l'index déployé comme sur toutes les autres mains. Donc ce signe fait par l'homme de Vitruve sur sa main droite est bien le 666. C'est-à-dire qu'il rejoint le pouce et l'index et il garde le majeur, l'annulaire et l'auriculaire déployés, ce qui est le signe du zen si vous voulez vous référer aux cultures orientales. Et qui peut représenter dans les archétypes maçonniques, et certains diront même satanistes, mais bon, là on verra que si vous écoutez d'autres vidéos, que c'est quelque chose qui est un petit peu biaisé, qui a été récupéré, mais qui en fait a été dénaturé, mais qui représente pas forcément quelque chose de mauvais. Certains voudraient en faire quelque chose de mauvais, c'est sûr, mais à l'origine ça ne l'est pas.
tout comme la pyramide, tout comme c'est symbolique. Si vous faites des recherches, vous comprendrez le bien fondé de toutes ces représentations et tous ces archétypes. Donc, cet homme du Vitruve, celui qui est spirituel, celui qui est plus léger, affranchi des lois physiques, nous fait un signe du 666. Bon, ça, il faut faire partie un peu de certains milieux secrets, ésotériques, pour connaître ça. Mais c'est bel et bien signalé. J'invente rien. De sa main droite, il fait le signe, il réunit le pouce et l'index. Donc ça existe. Donc celui qui ne saurait pas ce que ça veut dire, irait se renseigner et trouverait les significations, ou la signification, puisqu'il y en a plusieurs, mais celle qui vous convient le mieux et qui correspond à l'intelligence de ce dessin, rejoindra la même logique. Vous me comprenez bien. Voilà, donc on a fait le tour de cet homme de Vitruve, enfin pour ma part, ce qu'il y avait à en comprendre. Donc une fois de plus, on est dans un message d'une importance capitale. C'est ce qu'il y a à comprendre dans votre schizophrénie, dans votre dualité propre. C'est que vous avez une intelligence à déceler qui va au-delà de vos pensées, au-delà de votre disque dur interne, là, de votre cerveau, de votre mental. Il faut arriver à se connecter à ce deuxième homme, celui qui a franchi des lois physiques, celui qui vit dans un autre univers, on va dire, dans une autre dimension. Sinon, à quoi servirait ce dessin ? Parce que la version officielle, en général maçonnique, c'est de ne parler que des proportions. Et c'est vrai que c'est important d'évoquer cet aspect-là. Mais ça, c'est rester encore une fois dans des proportions terrestres et dans des proportions physiques de la matière. On parle de mesures, de doigts, de mains, de bras, d'avant-bras, etc. Donc, on ne s'extrait pas de la matière et de ses proportions. Alors que, pour aller plus loin dans l'interprétation de ce dessin, il a une dimension extraordinaire, une dimension spirituelle. Tout est signalé à l'intérieur, et pour en faire une dernière fois le résumé, à vous de trouver en vous le deuxième homme. Le premier, vous le connaissez bien, celui qui est lié aux règles politiques, économiques, sociales, de sa santé au niveau médical, qui est lié à toutes ces règles de la matrice. Celui qui est attaché à la matrice, celui qui est lié par les jambes, par le bassin, par les bras, par le cou, l'homme attaché à la matrice. Celui-là, vous le connaissez bien, c'est celui que vous côtoyez tous les jours, que vous voyez dans votre glace, dans votre miroir. Et celui qui vous permet de traverser le miroir, c'est le deuxième, à travers que ce soit des méditations, une prise de conscience subite ou lente. Dans tous les cas, c'est ce qu'il faut faire, c'est prendre cette prise de conscience. Qu'est-ce que vous allez faire ? Quel sera le projet de l'homme, le deuxième ? Celui qui est léger, celui qui s'affranchit des règles physiques, qui s'affranchit de la pesanteur, celui qui n'est pas lié, celui qui est en extase, on le voit à travers sexuellement, à travers son membre sexuel, mais quelle était la meilleure façon de le manifester ? On n'allait pas faire des traits différents sur le visage, sinon ça aurait été confus, ça aurait été impossible à déceler. Donc là, on se sert de la sexualité, qui est un des archétypes les plus puissants d'ailleurs de l'extase de l'homme à travers l'acte sexuel. Donc cet homme-là, qui est donc en extase, qui est libéré et qui, en plus, a les bras donc élevés et qui s'inscrit dans une forme infinie. Le 3-14. Voilà, donc vous voyez bien la différence entre les deux. Le problème, c'est que nous sommes tous les deux. Mais il faut prendre conscience de ce deuxième homme, celui qui vous permet donc de passer dans une autre dimension. Une fois de plus, donc un dessin, un croquis, qui nous permet d'appuyer cette théorie qu'il faut comprendre dans la fin des temps. Vous n'êtes pas que l'homme au sol. Juste pour terminer, dire que si nos gouvernants le font par inconscience ou que ce soit fait par intention, en tous les cas, vous retrouvez comme par hasard sur votre monnaie européenne cet homme du Vitruve. Donc vous êtes constamment en contact avec cet archétype. S'il avait été relégué au fond des hangars du Louvre, s'il avait été oublié dans un petit coin, il n'aurait été accessible qu'aux gnostiques. Or, certains se sont bien évertués à vous le mettre sous le nez constamment, vous le touchez tous les jours, pour certains vous le regardez, d'autres s'en foutent complètement, mais vous l'avez sur vos pièces de monnaie. Donc c'est important.
Voilà, après je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce que là il y aurait beaucoup à dire. Pourquoi on vous a laissé certains archétypes dans votre vie de tous les jours. Alors certains vont déclencher des réflexions dessus, d'autres ne déclencheront jamais, c'est normal, chacun est à son niveau de conscience. Mais bon, on n'a pas dessiné sur les pièces de monnaie par exemple une glace à la fraise. On a voulu choisir des éléments importants et chaque élément est là pour vous faire comprendre des idées, des idéologies même. Voilà, vous en faites ce que vous en voulez. J'espère qu'en tous les cas c'est fait pour ceux qui veulent s'en servir. Ceux qui veulent pas s'en servir, évidemment, allez manger une glace à la fraise, il n'y a aucun problème. Et pour tous ceux qui veulent s'en servir, c'est un élément de plus pour vous conforter, vous qui êtes en train de faire un travail, une recherche personnelle, une recherche d'amélioration, une recherche spirituelle. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur le travail de Léonard de Vinci. Cette vidéo, j'espère aussi, vous permettra d'aller encore faire vos propres recherches, et notamment sur qu'est-ce que Mona Lisa, pourquoi ce tableau est le plus connu au monde. Là, j'insiste bien, c'est comme l'histoire de mettre l'homme de Vitruve sur une pièce. Le tableau de Léonard de Vinci, Mona Lisa, est le tableau le plus connu au monde. Au Louvre, des milliers de gens défilent venus du monde entier pour pouvoir regarder ce tableau. À votre avis, pourquoi? Qui a installé cette importance? Pourquoi les gens le suivent? Et pourquoi il y a cette logique que quand le système dans la matrice veut apporter un archétype puissant, il arrive à le faire, et quel est le but? Donc je vous laisse à votre travail de recherche et vous verrez que tout ça rejoint absolument la même chose. Donc il n'y a rien à essayer de trouver dans un complot satanique ou catastrophique. C'est plutôt un complot, puisqu'il y a complot quelque part, puisqu'il y a toujours le bien et le mal mélangés. S'il y a complot du côté du mal, ça veut bien dire qu'il y a une force positive du bien quelque part. Donc à vous de vous positionner. Effectivement, vous pouvez continuer à rester dans le flou, dans l'abstrait, et d'être dans l'illusion totale qu'il ne se passe rien, alors qu'il se passe des choses, et rester dans le côté neutre du mal. Mais par contre, vous pouvez vous en servir pour comprendre où est le bien, aller le chercher en vous, surtout en vous, et de déclencher ce fameux processus qui va nous permettre très bientôt de basculer vers soit quelque chose de négatif, c'est vous qui l'aurez choisi, soit quelque chose de positif. Voilà, il faut juste se positionner actuellement. Je précise au passage, puisqu'on parle de Léonard de Vinci pour terminer, que puisque un grand succès de librairie a été le Da Vinci Code, avec les versions cinématographiques, vous comprendrez bien que cet archétype est entretenu, cet archétype est développé. Une fois de plus, il y a le côté négatif et le côté positif. Côté négatif, c'est que cette œuvre a été complètement alambiquée, dénaturée par Dan Brown. On en a fait un succès commercial, mais au final, un pot de miel attirant les mouches comme les beaux papillons ou les belles petites abeilles, cette œuvre qui au final aurait pu desservir la cause spirituelle, une fois de plus, vient donner un élément de compréhension à tous ceux qui voudraient faire le chemin spirituel de compréhension. Donc c'est à chaque fois le même principe, hein. C'est-à-dire que vous avez des éléments, soit vous allez prendre le côté négatif, soit vous allez prendre le côté positif. Alors on pourrait faire une explication énorme sur cette œuvre qui est le Da Vinci Code et qui reprend tous les éléments importants qui étaient donnés par Léonard de Vinci et par le prieuré de Sion et toutes ces constructions intellectuelles qui se sont greffées dessus. Mais si vous avez le cœur ou l'intelligence sensible d'aller vous pencher là-dedans, vous comprendrez qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, et qu'est-ce qui vous permet de déceler qu'est-ce qui est sale dans la matrice, et qu'est-ce qui vous est important à vous de saisir pour évoluer dans le côté positif spirituel qui est le vôtre. Voilà, à chaque fois, on vous mâche pas le travail, on vous donne quelque chose de brut, en gros, et c'est à vous, à travers votre propre chemin de compréhension, votre propre chemin aussi spirituel, d'avoir à vous servir de ces choses-là. Donc chacun en fait ce qu'il veut, mais chacun progresse vers un but, vers un projet, vers une idée. Donc à chacun de poursuivre son chemin sur sa propre idée et sur son propre projet. À bientôt.